Dans Job Dilemme, on parle de cas de conscience qui peuvent se poser à tous ceux qui ont des responsabilités en entreprise. Et le dilemme qui va nous occuper aujourd'hui, eh bien, il concerne les cadres en couple et qui font chacun une carrière. Alors, vous nous voyez venir, hein, 2 carrières au sein d'un même couple, sans exploser en vol. Est-ce que c'est possible? 2 ambitions côte à côte. Est-ce que c'est jouable dans ce qu'est le couple, c'est-à-dire une communauté d'amour, de projets, de convictions? Et quand il y a des enfants, comment font ceux qui réussissent à répartir entre eux la charge mentale de l'éducation? Alors il y a des pièges, il y a des freins, parfois inconscients, mais aussi des clés qu'il vaut mieux connaître afin d'en jouer. Et pour donner tort à ce dicton anglais qui dit « former un couple, c'est n'être qu'un », mais lequel? Eh bien, nous en parlons. Job Dilemme spécial couple à double carrière, c'est maintenant. Voilà, et pour parler de ce sujet toujours d'actualité, 2 invités en plateau et un en visio. Bonjour Anne-Cécile Sarfati. Bonjour. Alors, vous êtes journaliste, ancienne rédactrice en chef de Elle. Vous dirigez aujourd'hui une société de conseil éditorial et événementiel qui s'appelle Actually. Absolument. Voilà. Et vous avez écrit Nous réussirons ensemble. Voilà, je cherchais le titre parce qu'il y a même un sous-titre. Couple à double carrière, les freins, les pièges, les clés, qui est paru l'année dernière chez Albin Michel, c'est bien ça? Absolument. Voilà. Et donc c'est à la fois un guide de bonne pratique, un essai engagé qui invite à la réflexion, c'est ce que vous écrivez. Vous avez fait au total une centaine d'entretiens approfondis avec à la fois des couples. Oui, des couples et aussi des experts, c'est-à-dire des sociologues, des psychanalystes, mais aussi des dirigeants. Voilà. Et c'est ça qui fait la richesse de votre témoignage, enfin plutôt des échanges qu'on va avoir maintenant sur ce plateau. Également avec nous, Jean-Claude Delgène. Bonjour. Bonjour également. Vous dirigez Technologia, qui est un cabinet spécialisé dans la prévention des risques professionnels et notamment depuis quelques années des risques psychosociaux. Vous avez conduit, c'est très intéressant aussi, de nombreuses missions dans les entreprises, notamment chez France Télécom et Renault, à l'époque, la sinistre époque des suicides. Et vous avez mené des enquêtes, notamment sur l'impact du travail sur la vie privée. C'est bien ça? Tout à fait. Voilà. Et le sujet des couples à double carrière, eh bien, il a fait l'objet d'une étude chez vous aussi sous l'angle un peu particulier, l'angle de la sexualité. Tout à fait, tout à fait. Et on va en parler aussi. Alors, avec nous également, mais il n'est pas présent sur ce plateau, Pierre-Yves Grangier, directeur associé chez Page Executive. Et il est également coach accompagnant de cadres dirigeants. Et il est aussi particulièrement sensible à ces questions de parité. Il est le référent d'ailleurs au sein du cabinet Page. Il ne pouvait pas être présent aujourd'hui, trop occupé par tous ces sujets justement. Alors nous avons enregistré une interview et je lui ai demandé comment le facteur couple peut jouer dans la décision des cadres à qui il propose justement ces postes. On va commencer par quelques chiffres si vous le voulez bien, Sarfati, si vous en avez. Est-ce qu'on a une idée du nombre de couples où les 2 conjoints font carrière? En fait, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas forcément un chiffre qui dit ça, mais il y a des chiffres des grandes écoles qui montrent qu'il y a autant, si ce n'est plus, de femmes diplômées aujourd'hui dans ces grandes écoles que d'hommes. Et donc, il y a une ambition partagée au début de la carrière, en tout cas chez les cadres, qui fait que, à mon avis, une très très grande majorité de diplômés de ces études supérieures un peu exigeantes sont en couple, en tout cas se mettent en couple. D'ailleurs, les grandes écoles sont souvent presque des agences matrimoniales à futurs couples, puisque voilà, on choisit son conjoint souvent dans ses études supérieures. Il y avait une tradition dans ces écoles, justement, qui était de, pour certaines femmes, c'était assumé tel quel, il y a quelques années, il y a fort longtemps, on va dire. Elles venaient en école de commerce, un peu pour choisir leur mari, et puis ensuite leur carrière s'arrêtait. Puisqu'elles commençaient une vie professionnelle et très vite leur carrière s'arrêtait. Oui, alors c'est pas, ça arrive encore malheureusement, cette trajectoire. Mais est-ce que ça évolue à l'inverse? Est-ce qu'il y a justement de plus en plus de femmes continuent leur carrière? Je pense que de plus en plus continuent, mais pas forcément au même niveau. Et c'est ça qu'on voit bien, c'est pour ça que j'ai traité ce sujet. C'est qu'en fait, elles sont meilleures que les hommes, que les garçons dans leurs études supérieures. Les chiffres le prouvent. Ça, les chiffres le prouvent.
elles réussissent Note mieux au leurs bac, et études, ça, ouais, ouais. mais alors après, dans la carrière, elles se font distancer assez vite parce que les règles de récompense dans les entreprises et dans les grandes écoles et dans les études même secondaires ne sont pas du tout les mêmes que les règles de récompense dans les entreprises. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des tas d'obstacles qui sont liés à des tas de freins dont on va parler, socioculturels, mais aussi des... Voilà. Alors, juste pour donner quelques exemples, parce que je trouve que c'est ce qui est assez passionnant dans votre livre, qui est quelque chose de très vivant, parce qu'en fait, ce sont des témoignages presque bruts, pour certains. Par exemple, il y a Delphine, 52 ans, qui est directrice dans une société d'assurance, et elle a 4 enfants, vous l'écrivez, hein, et on le précise, et elle dit « Pour moi, il était clair, dès le départ de notre mariage, que je ne serais pas un simple faire-valoir de la carrière de mon mari, que je ne compterais sur personne d'autre que sur moi-même pour avoir une vie agréable. » Ouais. Ah, ça fait plaisir de lire ça. Bah ouais. Et à l'inverse, un homme, donc Maxime, entrepreneur qui a 36 ans. J'ai été élevé par un couple de médecins. J'ai toujours vu ma mère travailler à une époque où ce n'était pas encore si fréquent. Le travail de ma femme n'était donc pas une option à mes yeux. De même, nous voulions avoir 3 enfants ensemble et nous les avons eus. Alors voilà, donc ça c'est exactement, en fait, ce sont les graines du couple à double carrière. C'est-à-dire c'est une ambition mutuelle, un désir d'avoir un rayonnement personnel et professionnel, mais aussi d'avoir une ambition de famille et de réussite familiale. Ouais. Parce qu'en fait, ils sont assez exigeants, ces couples à double carrière. Ils ne sont pas exigeants que pour leur carrière, ils sont exigeants aussi pour leur famille. Ils ont en fait le culte un peu de l'excellence aussi dans leur famille. Et c'est souvent de la graine d'hyper-parents. Je ne dis pas ça, comment dire, dans le... avec admiration, parce que c'est difficile d'être un hyper-parent, et justement, souvent, or on est dans une ère de l'hyper-parentalité, hein, où surtout dans ces milieux-là, de cadres, etc., où on veut le mieux pour nos enfants, on veut en faire des futurs... En fait, il y a une espèce de course à la prépa HEC dès l'école maternelle, et du coup, ça met une pression éducative sur ces couples qui est considérable. Oui. Ils se mettent eux-mêmes, ou la société, ou l'entreprise leur met eux-mêmes une pression professionnelle. Et du coup, qu'est-ce qui passe à la trappe? Le couple. Ouais. Parce que parce qu'il n'y a pas de temps qui reste pour le couple, en fait. Or, à la fin, les enfants s'agrandissent, ça s'en va plus rapidement qu'on ne le pense, je peux vous le dire. Et le travail, c'est pas avec ça qu'on va pas mourir au travail. Enfin, si, peut-être certains passionnés, mais bon, il y a un moment donné, on va s'arrêter de travailler pour prendre sa retraite, peut-être. Et donc, qu'est-ce qui restera? Le conjoint. Donc, si on n'a pas trop... Un peu négligé tout ça. Voilà, si on n'a pas trop travaillé la relation aussi à deux, si on n'a pas mis un peu d'exigence dans la relation à deux, du coup, qu'est-ce qui se passe? Souvent, il y a des couples qui explosent beaucoup quand les enfants s'en vont. Parce qu'ils peuvent plus s'éviter derrière les enfants, en fait. 50, 60 ans, voilà. Jean-Claude Delgenne, est-ce que vous pensez qu'on peut faire que faire carrière, disons, ça peut être un projet de couple? Oui, je pense qu'on peut, mais c'est une question qui est un peu un piège pour moi. Dans quel sens? Dans le sens où faire carrière, réussir, c'est déjà tout un questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Prenons un exemple, un peu comme ça. Vous prenez le couple Kouchner-Ockrent, l'un et l'autre ont beaucoup beaucoup travaillé, réussi. On peut dire que de ce point de vue-là, si on... L'un dans la politique et l'autre dans l'entreprise, voilà, dans les médias. Grande journaliste, ministre, fondateur du ONG, reconnu au niveau international, grande réussite. Si on demande aux enfants de Kouchner si effectivement leur père a réussi, c'est peut-être ambivalent. Donc ça dépend d'où on se place en fait. La réussite, elle doit être appréciée à travers différents points de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est pour ça qu'il faut bien préciser. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. La question de la réussite, à deux, elle peut se faire, mais il y a des conditions pour qu'elle se mène. Et la première condition, c'est à la fois une organisation vertueuse, surtout si on a des enfants. La seconde condition, c'est qu'il y ait un dialogue, un échange vraiment riche au niveau du couple. Sinon, il peut y avoir vraiment des difficultés. On est de plus en plus dans une accélération des rythmes sociaux. On a tous nos rythmes personnels et quelque part, on se synchronise à des rythmes sociaux. On a une accélération du temps. Nos temps de vie consacrés à l'intimité, au temps pour soi, à la famille, à la culture, sont aujourd'hui totalement cannibalisés
par les temps de travail. Le travail déborde de partout. Ouais. Il y a une aspiration, une cannibalisation du travail de tous les autres temps de vie. Et si on n'y prend pas garde, effectivement, on a une explosion. Et pour contenir cela, il faut un projet de vie, il faut un échange, parce que, y compris l'évolution des couples n'est pas, si vous voulez, forcément parallèle. On peut partir d'un point et puis après, avec des échecs, des réussites, on a des lignes sinusoïdales. Et donc gérer l'espace-temps, parce que c'est une question d'espace-temps en fait. Hein. Comment on gère l'espace-temps, comment on fait en sorte de réussir ensemble, c'est extrêmement compliqué si on n'a pas ce dialogue riche, cette confiance et cette possibilité d'échanger, de traiter les problèmes ensemble. C'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, effectivement, sur l'accélération du temps et l'absorption. Ces couples-là, donc on reste sur les couples qui réussissent, pour l'instant on n'en est pas au piège, ils se sont confiés à vous. Vous avez relevé, me semble-t-il, quelques éléments en commun. Donc, que vous avez listé dans votre livre et que vous détaillez, je trouve ça, par exemple très intéressant, l'admiration mutuelle. Bien sûr, en fait, c'est la clé. Plus qu'un programme, non mais plus qu'un programme, ce que vous disiez au début de réussite, enfin comment dire, de réussite professionnelle en couple, c'est plus une réussite individuelle qui se nourrit l'un l'autre, c'est-à-dire qui est en miroir. Côte, voilà, c'est tout simplement pour être raccord dans des préoccupations. Il faut forcément s'admirer. Dans tous les couples que vous avez rencontrés, il faut forcément s'admirer. Au sens où, moi j'apprécie beaucoup le travail qu'il fait. Moi, je fais un livre sur les couples à double carrière, donc c'est vrai que c'est un prisme un peu, particulier. Je pense que dans votre public de cadres, ça leur parlera, parce qu'en général, quand on prend des responsabilités dans le monde du travail, c'est qu'on a une certaine ambition. Et donc, je pense que cette ambition-là, elle se nourrit mutuellement dans le couple. Et j'ai même envie de dire que les couples que j'ai étudiés sont des couples qui jouent le rôle de coach l'un pour l'autre. Et je vais même encore plus loin, et je pense que ça vous parlera, c'est que je pense que c'est même une bulle de protection dans un monde du travail de plus en plus violent, de plus en plus difficile, où on ne doit pas montrer ses faiblesses, où on doit toujours être fort, etc. etc. Je pense qu'avoir une bonne communication dans son couple sur la question du travail, et du coup avoir un rayonnement un peu comparable en termes de rayonnement professionnel, ça peut vraiment nous aider. On peut s'aider l'un l'autre et se conseiller l'un l'autre en toute transparence, là, sans avoir à se dire, mon Dieu, si je dis que ça va être mal interprété. Enfin, voyez. Je fais juste une petite aparté par rapport à un film qui est sorti il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Un autre monde, un film de Stéphane Brisé. Remarquable. Où justement, Vincent Lindon, le personnage de Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin ne parlent jamais. Mais on voit bien qu'ils sont broyés par le travail, ce couple. Ouais. C'est un couple par son travail à lui. Son travail à lui. Ouais. On voit bien que ce travail a pris trop de place en fait, et ce que vous disiez tout à l'heure. Voilà, on voit bien que c'est un film vraiment très intéressant, parce que ce qu'on sent dans ce film, hormis le fait que à la ville, ils ont été un vrai couple, ces deux comédiens, et ils sont les parents d'une jeune femme, mais hormis ça, ça c'est la vie privée, mais dans ce couple, dans ces deux personnages, on sent qu'en fait ce couple n'est pas du tout mort, qu'ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, et que en fait ce qui les détruit, c'est le travail. Ouais, c'est la place que prend le travail dans la vie de Vincent Lindon. Voilà, exactement. Donc à la fois le travail peut être très vertueux pour nourrir ce qu'on dit une admiration mutuelle, un manque aussi, parce que moi je pense que le travail, quand on est bien épanoui dans son travail, ou en tout cas investi, parce qu'on ne peut pas être toujours épanoui, enfin je veux dire, le travail n'est pas non plus un truc de bisounours où tout est vraiment rose tout le temps, attention, je ne suis pas en train de dire ça, mais quand on est engagé, quand on aime ce qu'on fait, etc., d'abord, je pense qu'on a d'une certaine façon une forme d'autonomie qui fait que l'autre, peut-être que pour l'altérité, c'est mieux, vous voyez, et donc ça nourrit aussi. On est engagé, donc on n'a pas beaucoup de temps, et quand on se retrouve à deux,
du coup, c'est un cadeau, vous voyez. Ouais, c'est Donc, c'est un peu comme ça que j'essaie ce que j'ai été chercher chez les couples qui ont témoigné dans ce livre, c'est que oui, il y a des tas d'obstacles au couple à double carrière. C'est vraiment compliqué sur tout un tas de points, je pense qu'on va en parler. Mais voilà, c'est possible. Ouais, c'est possible. Et moi, pourquoi je l'ai fait aussi ce livre, c'est que j'ai vu des couples qui étaient faits l'un pour l'autre, vraiment quoi, c'était une vraie histoire, et qui explosent en vol pour des raisons de travail mal géré, de double carrière mal gérée, de frustration liée au travail mal géré. Et ça, c'est vraiment dommage, parce que bon, se séparer, moi je suis pas en train de vous faire un réquisitoire contre le divorce, hein. Je pense que quand on s'est mal choisi et quand on n'est plus heureux ensemble, il vaut mieux divorcer. Mais ce qui m'a intéressée, c'est d'aller chercher aussi chez des couples qui s'entendaient bien, qui s'étaient bien choisis mutuellement parce qu'ils partageaient un projet de vie commune. Qu'est-ce qui les a fait exploser en vol? Quels étaient les Larsen qui ont fait ça? Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'était intéressant d'avoir un peu leurs conseils. Alors, avant de parler des pièges, justement, qui sont tendus à ces couples qui pourraient effectivement bien fonctionner, mais qui dysfonctionnent, j'avais envie de donner la parole à Pierre-Yves Grangier, donc notre recruteur, entre guillemets, de service. Parce que c'est quand même intéressant de savoir ce qui se passe au sein des cabinets de recrutement, hein, quand il reçoit des candidats, quand il propose des missions. On va écouter Pierre-Yves Grangier nous parler de la façon dont il appréhende le couple, lui, ce facteur couple dans le recrutement. On l'écoute. Alors Pierre-Yves Grangier, vous avez 15 ans de métier, hein, si j'ai bien compris, peut-être même un peu plus. Et des cadres, vous en avez accompagné beaucoup, beaucoup. Vous avez proposé des postes à des centaines de candidats et c'est pour ça que vous nous intéressez aujourd'hui. Alors déjà, le couple à double carrière, vous en voyez beaucoup, vous Absolument, non, c'est vrai que dans notre activité, nous rencontrons des candidats et des candidates qui incluent bien évidemment la dimension privée et notamment leur équilibre de couple dans les choix professionnels et d'orientation qu'on leur propose. Mm. En fait, vous voyez toujours un seul aspect des choses, c'est-à-dire que vous ne voyez qu'une partie du couple. Vous ne recevez qu'une seule des deux personnes du couple, quoi. Alors, on ne reçoit qu'une seule personne, vous avez raison. Parfois, on aimerait même les recevoir ensemble, tellement que leur prise de décision est bien entendu commune. Et finalement, vous, votre concurrent, c'est le conjoint ou la conjointe, quoi, quand vous proposez une mission. On a souvent effectivement la tentation de dire que c'est notre principal concurrent dans le cadre de nos missions. C'est-à-dire que cette prise de décision en couple implique une personne avec qui on n'a aucun contact, mais qui peut s'inquiéter de l'inconnu que représente un changement professionnel. Et Mmh. on comprend bien. Alors, l'idée, c'est de s'impliquer dans cette réflexion, de voir et de soulever la question aussi avec nos clients quant aux grands équilibres que recherche la personne. Il ne s'agit pas d'éviter ces sujets et d'en faire des tabous. Ça, c'est Mmh. certainement une réalité quotidienne dans notre métier. C'est amusant, hein, Jean-Claude Algel. En fait, on sent bien qu'il voudrait inviter le couple quand il fait passer des entretiens. Mais il a raison, parce que en fait, les couples restent malgré tout lucides sur leurs intérêts fondamentaux tout au long de la vie. Ça a été très bien dit tout à l'heure. Dire que la vie, c'est pas ponctuel, c'est une projection. Un couple, c'est deux personnes qui ont un peu de vie commune, au moins 6 mois, mais et qui se projettent dans la durée. Ah, c'est au moins 6 mois? Moi, je pense que c'est au moins 6 mois, parce que bon, avec les turbulences, mais qui se projettent. Et donc, la question de la lucidité, de ce que l'on veut faire ensemble, c'est essentiel. Et je rebondis un peu sur un autre point, celle de la complicité. Je crois, au-delà de l'admiration, il peut y avoir de l'admiration, parfois. Disons, on arrive très vite à une banalisation avec je dirais, la durée de vie commune. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une grande complicité, des échanges multiples. Effectivement, le terme de coach me va très bien. Le fait d'aider l'autre, de l'accompagner dans son épanouissement. Et c'est une source de réussite qui est souvent inestimable et qui est précieuse pour chacun des deux. Okay. Par rapport aux recruteurs, là, il y a deux sujets en fait qui impactent le couple. Il y a le sujet de la
temporalité, c'est-à-dire que c'est compliqué quand les deux membres du couple acceptent de changer de job au même moment. Ouais. Ça, c'est très compliqué parce qu'on est en adaptation de poste. Et donc, du coup, on se retire un tout petit peu de la vie personnelle, de la logistique de la vie personnelle pendant ces périodes-là. Et donc, c'est quand même beaucoup plus confortable quand c'est un peu chacun son tour. Évidemment que tout ça, c'est théorique. Parfois, il y a des trains qui, si on ne monte pas dedans, ils ne vont peut-être pas forcément revenir. Mais il y a en tout cas, ce que j'ai constaté, moi, dans mon enquête, c'est qu'une des clés de réussite, c'est qu'on n'accepte pas, évidemment, une promotion ou un nouveau job sans en avoir beaucoup parlé à l'autre et avoir essayé de mettre en place des choses pour que ça se passe bien les 6 premiers mois de l'adaptation du poste. Le deuxième point, c'est l'expatriation. C'est l'expatriation. Oui. Il y a un grand chapitre dans mon livre sur l'expatriation parce que l'expatriation fait partie quand même des parcours de réussite des grandes carrières dans les grands groupes, etc., etc. Ça bouge un peu avec la crise Covid, mais finalement pas tant que ça. Moi, j'ai interviewé des RH Monde de L'Oréal qui me dit non, nous, on va continuer à les envoyer parce que, en fait, c'est une façon de les faire sortir de leur zone de confort et de les faire progresser et de les faire devenir des très grands dirigeants de L'Oréal demain. Donc voilà, donc il n'y a pas que L'Oréal bien sûr, mais je pense que donc la question d'expatriation, elle se posera toujours. Et alors là, c'est compliqué la question d'expatriation, parce que j'ai interviewé dans mon livre des couples de serial expats qui ont réussi à maintenir chacun un niveau professionnel et tout, mais c'est très rare. C'est très très rare. Il y en avait même qui étaient en famille, qui avaient une famille, qui avaient des enfants. Ah, mais ils ont tous des enfants. Enfin, souvent, parce que finalement, toute cette question du couple à double carrière, tant qu'il n'y a pas d'enfants, elle se gère. Le point de bascule, c'est la naissance des enfants. C'est la construction de la famille. Voilà. Et d'ailleurs, les enfants, ce n'est pas un enfant. Les vrais soucis, c'est quand il y a 2, 3 enfants. Parce que là, il faut mettre en place, en général, une organisation pour pouvoir tenir. Et il faut avoir les moyens de la mettre en place aussi. Oui, mais alors justement, l'un nourrit l'autre. C'est-à-dire qu'en effet, il ne faut pas se leurrer, il faut mettre des moyens, il faut pas, et il faut se dire, moi j'ai souvent des jeunes femmes qui sont dans des grands groupes mais qui n'ont pas encore beaucoup de moyens, etc., qui hésitent à prendre une nounou et tout, mais non, c'est un investissement sur la carrière future, de toute façon. Donc, parmi les pièges justement à éviter, dans votre bouquin, vous dites il ne faut pas importer dans le couple des réflexes qu'on a en entreprise. Oui, alors en fait, c'est pas ça. C'est qu'il faut connaître les limites de ces outils. Ces jeunes couples, ils ont été formés dans des grandes écoles, donc ils font des Excel tout le temps. Voilà, ils ont tendance à importer dans leur couple, à importer dans le couple des outils de l'entreprise. Alors il y a bon, bien sûr, il y a l'agenda partagé. L'agenda partagé, c'est top. Ça n'empêche pas quelques petites cachotteries. J'en ai qui m'ont raconté des trucs à mourir de rire. Le call à l'international, en fait, c'est une bière avec un pote. Le pot de départ, en fait, c'est je vais me faire masser au spa avant de rentrer parce que vraiment, j'en peux plus des enfants. Pas de mensonges dans les couples. Donc, il y a des petites cachotteries comme ça. Et c'est pas très grave. Et heureusement qu'il y a des petites cachotteries comme ça. C'est du temps pour soi. Et ça, franchement, le temps pour soi, on avait parlé du temps tout à l'heure. C'est fondamental, c'est essentiel, c'est un vrai conseil. Et puis, garder une partie aussi, je pense, pour le couple, de secret personnel. Ah oui, bien sûr, évidemment. Et donc, deuxième truc, le tableau Excel. Alors, le tableau Excel, oui, ça règle quelques soucis pour les couples et tout, mais enfin, le tableau Excel, il y a deux pièges. Il y a, ça ne gère pas l'imprévu. Or, couple avec jeunes enfants, il y a des imprévus de maladies, de machin, de grève des profs, de nounou qui est malade, de ceci, de cela. Donc bon, il faut quand même, voilà. Et surtout, ça traduit quelque chose qui est un des autres sujets très importants du couple à double carrière. Ça traduit une volonté de couper, de dérépartir les tâches d'une façon quasi mathématique entre le père et la mère. Et ça, c'est pas forcément une bonne idée. Et ça, c'est le début
d'une conflictualité qui peut s'instaurer et dégénérer très rapidement. Ouais. Parce que ce que vous conseillez plutôt, vous, c'est plutôt de dire des arrangements. répartissons en fonction des compétences de chacun. Il y a ça, mais il y a aussi la question de l'équité versus l'égalité mathématique et comptable, si vous voulez. Je pense que on est trop dans une logique. Vous voyez, la jeune génération, elle est très justement dans l'exigence comptable, etc., etc. Moi, j'alerte là-dessus. Parce que ça conduit à des solutions qui, moi, ne me conviennent pas. Après, chacun fait comme il veut. Trop d'égalitarisme tue c'est-à-dire que, la vous voyez, parité. il y a une jeune féministe qui, d'ailleurs, est remarquable, qui est une jeune journaliste qui est assez remarquable, qui vient d'écrire un livre super sur les femmes oubliées de l'histoire, etc. Bon, elle a raconté dans un livre que... son fils avait une otite et que donc c'était pas son jour de pédiatre à elle et qu'il fallait que ce soit celui de son mari et parce que ça faisait déjà 3 fois qu'il n'allait pas chez le pédiatre, etc. Et elle a laissé l'enfant avoir le tympan percé, se faire exclure de la crèche du coup parce que les parents, la crèche a dit mais qu'est-ce que c'est que ses parents, pour démontrer à son mari et elle en tire une fierté qu'elle a racontée sur YouTube, j'en parle dans mon livre, en disant maintenant c'est réglé, quand il y a pédiatre. Bon, ok, chacun fait comme il veut. Moi, je trouve que c'est très, radical. Je trouve que c'est instrumentaliser l'enfant, que c'est pas bien pour l'enfant et que quand même, quand on est parent, c'est l'enfant avant. Je suis désolée, mais voilà, c'est les adultes et les enfants, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est un des pièges en fait. Voilà, donc là, il y a un piège qui ne va pas du tout. Ouais. Je ne dis pas qu'il faut mettre son mouchoir par-dessus quand on est une femme systématiquement, parce que c'est vrai que parfois, il y a une tendance des hommes à nous laisser quand même la majeure partie de la charge mentale et de la charge opérationnelle de la vie familiale. Mais je pense qu'il faut trouver des arrangements et sans lâcher son exigence, mais voilà, je pense que... Ce que Diane Césaire dit, ça peut avoir des conséquences au niveau psychologique sur le couple, enfin sur les femmes en particulier. Ce qu'on constate encore, c'est effectivement que les femmes ont une charge de travail domestique, entre guillemets, considérable. d'1h30 en sus des hommes, en moyenne, donc c'est beaucoup. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'elles s'occupent beaucoup plus des enfants, donc on l'a vu avec la période du Covid. On n'a pas parlé tout à l'heure de la question structurelle de l'emploi, mais les femmes sont celles qui ont le plus de travail intérimaire par rapport aux hommes. 2/3 des emplois en CDD sont des femmes. Et donc, on a constaté qu'au cours de cette période, une femme sur 2 qui était en travail, disons, précaire, soit CDD, soit intérimaire, a perdu son job. Donc ça, c'est très important de le dire. Oui, ça a joué, c'est vrai. Mais comme on était sur les populations cadres, en fait, mais même chez les cadres, il y a beaucoup qui ont beaucoup télétravaillé, ce qui a eu aussi des conséquences importantes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, la femme, encore, dans sa forme d'emploi, choisit des emplois pour pouvoir s'occuper de la famille. Et ça, c'est un arbitrage qu'il faut questionner, parce que c'est une démarche sacrificielle de sa part. Et donc, la vraie flexibilité, c'est, comme vous l'avez dit tout à fait, c'est de discuter tout en étant, je dirais, dans une systémie. L'idée, c'est pas d'être dans une répartition mécanique. Tu fais ça, en quantifiant. Ça, c'est terrifiant parce qu'on arrive à des absurdités, comme vous l'avez dit. Il faut avoir une souplesse d'organisation en parlant systématiquement pour répartir et éviter des sacrifices, et en particulier pour les enfants. Et faire quand même les comptes à la fin du mois. Oui, bien sûr. Et c'est là, mais pas forcément sous forme d'un entretien hebdomadaire d'évaluation, vous voyez. Façon entretien annuel d'évaluation. Au fil de l'eau. Voilà. Alors les femmes payent, bien sûr, sur ce plan-là, un coût sur le plan psychique, puisque les femmes sont beaucoup plus victimes d'épuisement professionnel, beaucoup plus victimes de dépression, et c'est souvent dû à la saturation, le fait qu'elles renoncent trop à elles. Et donc ça, là, nous, on l'a quantifié, on n'a pas le temps d'en parler, mais à de multiples reprises. Nous, dans nos études, on le voit, à Technologia, dans les études que l'on fait, on voit souvent le prix payé par les femmes pour tenir, pour jongler, et parfois jongler mal. Mais c'est très difficile. Et conséquence aussi, parce que finalement, on reste toujours sur le sujet des couples à double carrière, la conséquence aussi sur la vie sexuelle des couples. Alors, quelle est-elle? Parce que je sais que vous avez mené une étude, il y a un petit moment déjà, mais... On voit, si vous voulez, que premièrement, les cadres travaillent de plus en plus tard le soir.
En 2002, il y avait une étude, je crois, menée par la PEC qui montrait qu'un cadre sur 3 travaillait tard le soir, au moins 2 jours par semaine. On a repris, nous, 10 ans après cette étude, et on est passé de 1 à la moitié, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez pratiquement tous les cadres qui bossent au moins 2 jours par semaine le soir. Ça a des conséquences sur le temps de sommeil et sur l'épanouissement sexuel. Quand je parle cadre, je parle Pour ceux femme. qui sont du soir, donc. Hein. Ouais, je parle. Quand alors, vous avez très des souvent, enfants, c'est difficile à un autre moment. Hein. 80%, alors 80% des cadres nous disent qu'ils ont eu des incidences avec troubles du désir, troubles du plaisir, beaucoup de problèmes d'érection pour les hommes, de problèmes de lubrification pour les femmes, dus au travail. 80%. Ouais. Donc, on voit bien Moi, que tendre n'est plus la nuit, comme on dit. Hein, c'est-à-dire que vraiment, la vie sexuelle est impactée par le débordement du travail. Ouais. Et très souvent, ce sont durant les vacances, durant les congés, qu'il y a en fait... c'est pour ça qu'il faut se ménager. C'est une des réussites. Des temps à 2, essayer d'avoir du temps, partir en vacances, se retrouver, essayer d'éloigner un peu l'emprise du travail pour tenir dans la durée. Plus que le manque de temps, l'impact sur la sexualité, c'est aussi, il y a beaucoup de femmes qui se refusent en prétextant le manque de temps, mais par vengeance féministe aussi, parce que elles trouvent, souvent à juste titre, qu'elles en font trop par rapport à leur conjoint et qu'elles sont encore dans une logique un peu, pour moi, à l'ancienne, que la sexualité, c'est un cadeau qu'elles font à leur conjoint et du coup, elles du coup, elles ne feront pas ce cadeau. Il y a plein de témoignages dans le livre là-dessus. Elles ne font pas ce cadeau à leur conjoint parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Il en fait tellement peu à la maison qu'on ne va pas en plus lui faire plaisir, voyez. Donc là, de la libido, il y a une baisse de la libido liée, mais vraiment orientée, voilà, par une espèce de colère en fait. Hein. Et bon. Ce qu'on voit aussi dans le livre et dans ce chapitre que j'ai fait sur la sexualité, c'est que y a des femmes qui disent j'ai pratiqué cette solution, mais en fait, je me punissais moi-même. Parce que d'une certaine façon, moi aussi, j'avais envie de ça. Donc, voilà, donc c'est très marrant la façon dont elles racontent comment elles ont réglé ce sujet-là avec elles-mêmes, en fait. Alors, c'est très intéressant ce que vous dites, puisque, en fait, nous, ce qu'on a constaté dans nos études, c'est que très souvent, le palliatif, c'était l'amour au travail, hein, puisqu'il y a beaucoup de couples, il y a à peu près 50% des cadres qui ont trouvé un partenaire au travail, un partenaire souvent occasionnel au travail. Adultère. Voilà. Donc il y a beaucoup d'adultère, il y a beaucoup de... Alors moins peut-être maintenant avec le travail hybride, hein. Alors le télétravail, on n'a pas de recul là-dessus. Le télétravail vous ferez peut-être une étude là-dessus. Le télétravail fait reculer. Cela étant, j'écris un livre là-dessus, mais bon, reculer l'adultère, peut-être. C'est pas sûr parce que cela étant, dans le travail hybride, il y a la question de qu'est-ce qu'on fait quand on va au bureau. Dans le travail hybride, il y a bien sûr le télétravail, mais il y a aussi comment on repense le travail au bureau. Et en général, tous les experts disent, on repense pas. Vraiment des moments très importants de collectif, de one-to-one, donc de liens humains, donc peut-être que... Voilà, et donc du coup, ça va susciter encore souvent, l'adultère est dû... L'adultère se met souvent dans des situations hors travail. Nous, ce qu'on a constaté, c'est que les liaisons se faisaient souvent dans les cocktails, dans les déplacements, etc. Donc là, avec le télétravail, il y a quand même beaucoup moins de déplacements. Alors, on peut supposer que peut-être... Alors, ceci dit, le télétravail a aussi fait monter les violences conjugales. Hein, ça, bien sûr. C'est une autre débat, mais bon. En tous les cas, le télétravail peut-être fera peut-être baisser effectivement l'adultère. Alors, les conseils pour les couples biactifs qui tiennent, qu'on retrouve évidemment dans votre livre, Anne-Cécile Sarfati, c'est dépasser la rivalité, devenir une sorte de coach l'un pour l'autre. Lever le tabou de l'argent, j'en énumère quelques-uns, vous pouvez m'arrêter. Hein. Lever le tabou de l'argent, parce que ça c'est aussi super important, on ne l'a pas encore abordé. Juste une chose, si on l'a un petit peu, on l'a abordé d'une façon un peu allusive comme ça. Tabou de l'argent, c'est que, en gros, l'un des deux gagne plus que l'autre. 75% des couples, c'est l'homme qui gagne plus. Donc, ça nous en laisse quand même 25% où c'est l'inverse. Mais bon, dans 75%, donc tous les arbitrages sont faits, professionnels sont faits quand même souvent en faveur de l'homme qui gagne plus dans l'intérêt général de la famille. Mais ça peut nourrir des frustrations. Et surtout, ce que ça nourrit, à tort à mon avis, c'est une vision un peu taboue de l'argent pour les femmes, qui du coup, en fait, mettent tout ce qu'elles gagnent dans le compte joint et n'investissent pas, tandis que l'homme met
une partie pour faire fonctionner dans le compte joint, et du coup, pendant ce temps-là, il investit, s'enrichit, etc., etc. Et ça fait des décalages de patrimoine à la fin de la vie qui sont quand même assez considérables. Et qui peuvent être problématiques. Et qui peuvent être problématiques s'il y a séparation, qui sont obligatoirement problématiques s'il y a séparation. Donc ça, c'est embêtant. Il y a des arbitres, il y a vraiment des choses importantes à dire par rapport. Par exemple, quand il y en a un qui décide de suivre le conjoint qui va s'expatrier et du coup va un peu régresser sur le plan professionnel, voire va un peu se sacrifier, il faut qu'il y ait des compensations financières en termes de droit à la retraite, etc. Donc il faut que le conjoint pour qui on se sacrifie fasse des compensations financières. Dans le livre, on en parle aussi. Et puis enfin, sans aller jusqu'à l'expatriation, vous parliez de l'organisation clé pour réussir un couple à double carrière. Très souvent, les femmes, mais ça c'est vraiment un héritage archaïque d'où on vient, du patriarcat, très souvent les femmes se culpabilisent et font d'avoir recours à des femmes de ménage, à des nounous, à des aides à domicile, à des plats préparés parce qu'elles n'ont pas eu le temps, elles avaient un comité ou une réunion et donc elles achètent directement chez le traiteur pour nourrir la famille, etc. Et elles se culpabilisent en disant, mon Dieu, avec ce que je gagne et tout ce qu'on dépense et les impôts, finalement, il ne reste pas grand-chose. Voilà. Et parfois, quand elles ont un mari un peu sexiste qui en rajoute là-dedans, ça les... Voilà. Mais ce n'est pas du tout le sujet, là. Ouais. Il faut vraiment qu'elles arrêtent totalement. Parce qu'en réalité... De se culpabiliser, on est d'accord. De se culpabiliser, parce que tout ça, la femme de ménage, la nounou, les gardes d'enfants, les plats préparés, etc., ça profite au conjoint à égalité. Donc, famille, en fait, on ne doit pas mettre toutes ces dépenses au regard juste du salaire de la femme, du revenu de la femme, mais au regard du salaire, enfin, du revenu global du couple. Déjà, ça ira mieux. Oui, c'est vrai. Je le dis parce que déjà, franchement, ça ira mieux. Ça aussi, il faut... Peut-être qu'on peut rajouter sur la question des conditions pour la réussite deux choses. La première, c'est de bien identifier les valeurs, ces valeurs, ne pas se tromper de valeurs. C'est-à-dire, eh bien, si vos valeurs, c'est plutôt tourné vers les enfants, vers leur réussite, etc., il faudra en tenir compte dans la vie professionnelle. Femme ou homme, ne pas se tromper de valeurs, c'est très important. Ce que vous avez dit au début est essentiel. Moi, j'ai connu des couples qui se sont retrouvés au final à la fin de leur carrière en ayant un peu réussi, mais avec des enfants qui ont été sacrifiés, qui ont eu beaucoup de problèmes. C'est pas du tout la problématique des jeunes gens aujourd'hui, des jeunes couples dont je traite dans mon livre, et même des cinquantenaires. Ils ont une ambition familiale, ceux-là, par rapport à la génération d'avant. Vous avez parlé de Kouchner et... oui et non, parce que en fait, c'est pas si simple que ça. Dans les jeunes aujourd'hui, toutes les études le montrent, vous avez deux tendances. Vous avez en fait une tendance où, effectivement, on retrouve cela, mais vous avez une tendance où vous avez beaucoup de jeunes qui sont prêts. Nous, la dernière étude qu'on a fait, les jeunes nous ont dit, les cadres, qu'ils étaient prêts à sacrifier, qu'ils se sentaient à accepter d'être disponibles à 100% pour leur travail. Il y a deux tendances en fait. Il y a en fait le centre s'évapore vers deux tendances. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, il est très important de ne pas se tromper de valeur. La deuxième chose, il est très important de conquérir son ego. Parce que très souvent, il y a cette absence de conquérir. C'est-à-dire avoir une certaine maturité. C'est bien de dire ça. Avoir une certaine maturité pour pouvoir effectivement considérer l'autre, être bienveillant, ne pas lui imposer des sacrifices. Femme ou homme, ne pas lui imposer effectivement des choix trop sacrificiels, comme ça a été très bien dit. Voilà. Et ça, ces deux conseils-là sont très importants parce qu'au final, on peut se retrouver vraiment très seul. Ok. Alors, on va aussi parler du rôle de l'entreprise dans tout ça. Juste avant, une dernière chose, le temps. Vous avez beaucoup parlé du temps, j'en ai un peu parlé. Deux choses, mais vraiment, le temps pour soi, il est indispensable. C'est-à-dire, je sais bien que dans des agendas qui explosent, on ne sait déjà pas comment trouver du temps pour tout le monde, le bureau, les enfants. Eh bien, il faut se mettre des cases horaires pour moi. Se l'obliger pour soi, parce que c'est la seule façon de pouvoir redistribuer à l'autre dans son couple, pour sanctuariser aussi du temps. Pour le duo, pour les deux, être à deux, etc. etc. Donc ça, il y a un expert, un dirigeant dans mon livre qui en plus est coach, qui accompagne des jeunes couples et tout ça, qui dit, je trouve que c'est un peu excessif, c'est compliqué, mais il dit un soir par semaine, un week-end par mois, une semaine par an, à deux. Donc le week-end par mois, ça me paraît compliqué quand on a des jeunes enfants pour les caser, etc. Mais le soir par semaine,
ça C'est me paraît possible. indispensable. Parce que ça remet bien les choses à leur place. Et la semaine, quand même, par an, on doit pouvoir se trouver... Donc voilà. ça, c'est des sur Alors, les ça temps, fait, ça fait très bien la liaison avec la question que vous posiez sur la question de l'entreprise. Oui, le rôle de Voilà. l'entreprise. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces métiers de cadre sont très stressants et souvent avec un stress chronique qui est dû à des phénomènes de débordement, c'est-à-dire une très forte Complètement, intensité à certains moments. Or, ce que l'on constate dans les entreprises, ce qui est à l'origine beaucoup de ce qu'on appelle de burn-out, donc de syndrome d'épuisement professionnel, c'est que les temps de débordement ne sont pas compensés par des temps de récupération. C'est-à-dire qu'on s'épuise, on émet une telle énergie qu'à un moment donné, on ne récupère pas. Et donc, il est essentiel, dans ce stress chronique, de couper un peu et de laisser du temps, et l'entreprise peut le faire, pour, après des situations intenses de travail, permettre aux gens, aux cadres et parfois à d'autres, de récupérer pour pouvoir se reconstituer sur le plan physiologique et d'avoir du temps pour soi. Oui, mais vous l'avez déjà observé dans des entreprises, ça? Parce Bien que sûr, moi, je bien vois sûr. des dirigeants Moi, qui je vois- essayent de... qui sont hyper présents, en fait, tout le temps. Ça, ils n'arrêtent Alors, jamais. on a aujourd'hui une évolution et avec le fait que les gens comprennent que travailler trop, c'est travailler mal, que travailler toujours dans l'urgence, ça conduit à des catastrophes. Et donc, on a une situation où il y a un peu un recul pour pouvoir remaîtriser, planifier autrement son activité et prévoir après des temps d'intensité, des temps de repos pour laisser du temps aux gens pour se reconstituer, pour se retrouver d'eux-mêmes et pour éviter d'être des clones. Parce que très vite, on s'appauvrit, on perd en richesse et à la limite, à un moment donné, on perd en employabilité et on dégage. Parce que ça, c'est très important. Le cadre qui travaille trop, femme ou homme, à un moment donné, s'il n'arrive pas à s'enrichir culturellement, à garder sa propre personnalité, sa singularité, à un moment donné, il dégage. Ça, c'est très clair. Les entreprises n'ont pas de mémoire aujourd'hui. Elles ne tiennent absolument pas compte du passé. Si à un moment donné, vous n'êtes pas suffisamment productif, si vous n'arrivez pas à vous singulariser, ben vous sortez. Et donc, il est important de maintenir cet équilibre. Ça fait partie de l'employabilité. Absolument. Ah, mais c'est tellement juste, c'est tellement juste ce que vous dites. On va demander aussi à Pierre-Yves Grangier, justement, quel est le rôle que peut jouer l'entreprise pour encourager ces couples à double carrière, si tant est que ce soit possible. Pierre-Yves Grangier, à votre avis, est-ce que l'entreprise a un rôle à jouer dans la réussite des couples à double carrière, avec des actions concrètes, quoi? Mais je pense que l'entreprise a un rôle d'autant plus important à jouer sur ce sujet, que c'est aussi un élément qui construit sa marque employeur, qui fait partie de sa marque employeur et donc de son attractivité. C'est-à-dire avoir la possibilité d'aborder ces sujets sans aucun tabou. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une évolution forte, c'est que pendant des années, on a tenté, mis en place des actions, des initiatives pour, potentiellement se montrer plus attractif, notamment auprès des femmes dirigeantes, d'accord? Et il y a encore beaucoup à faire sur ce sujet-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, il s'agit d'aborder la question par le biais du couple. C'est-à-dire qu'il s'agit aussi parfois d'accepter le fait que, l'homme, dans le couple ou le conjoint ou la conjointe ait besoin aussi parfois de ralentir, de prendre un congé paternité, de peut-être être plus investi dans sa vie familiale pour que l'autre puisse avancer et notamment, je dirais négocier au mieux une phase de transition. Mmh. Oui, c'est intéressant ce que nous dit Pierre-Yves Grangier. En fait, c'est ce qu'il essaye de défendre auprès de ses clients. Et c'est pas facile. On a coupé l'entretien parce que c'était un peu long. Vous imaginez, c'est pas facile. Non, de mais Non, faire mais c'est comprendre ça aux indispensable. entreprises. Alors déjà, il y a quand même l'augmentation du congé de paternité qui vient d'être adoptée là. Parce que, en fait, mais... Ça peut aider, il faut- ouais. Ah non, très mais c'est pas important. que ça peut aider, c'est clé en fait. C'est clé, C'est très important. c'est très important parce qu'en fait, ce congé de paternité qui C'est la liaison devrait- du père avec les enfants. devrait être pris sans la mère, hein. C'est-à-dire une fois que la mère est retournée à son travail, elle, à mon avis, elle peut tout régler. Ce congé de paternité, bon, en France, il n'est que d'un mois, mais c'est déjà pas si mal. Oui. Mais si il est organisé seul, où le père se retrouve seul à devoir gérer l'enfant, mais pas que l'enfant, parce que du coup, le père se rendra compte de tout ce que ça représente de gérer Et une ça, maison, c'est- un enfant, du coup, Ouais, je disais que c'était un aspect, parce qu'en c'est fait, très important. Ce que disait Pierre Granger, c'est qu'à un moment donné, on peut avoir besoin de faire Bien une sûr, pause. les Ça jeunes- peut être effectivement pour l'arrivée de l'enfant, mais ça Oui. peut être aussi parce que le couple Oui. va pas bien. Ou Et parce qu'on a besoin quelqu'un de malade dans la Il famille, y a ça ou aussi. que, bien et sûr. encore, ça, c'est encore différent. Oui, Et vous mais- voyez, pour des raisons vraiment très liées au couple, puisque c'est notre sujet. Et ça, l'entreprise, on se dit, mais non, enfin, elle n'a rien à faire là-dedans. C'est complètement Ouais. intrusif, cette histoire.
Si, moi je vois par exemple dans les entreprises, j'ai un de mes amis qui travaille dans une grande entreprise automobile, il est cadre à un très haut niveau, il a pris une année sabbatique pour pouvoir effectivement, à la naissance de son enfant, s'occuper de son enfant. Et il est toujours en poste? Il a repris son poste, Il y a ça s'est pas eu de bien passé. conséquences? Non, il n'y a pas eu de Non, conséquences. justement, Non, ça ça bouge évolue, beaucoup. ça évolue. Ça évolue. Là, j'ai Ils sont des interviewé. pionniers, ces J'ai gens. interviewé en fait. un jeune père qui a 35 ans, qui était un Français, qui fait carrière dans le groupe Nestlé, mais qui est marié avec une Norvégienne. Donc, il a dû, à un moment donné, être expatrié en Norvège. Il a eu un congé de paternité, là, de 5 mois. Il en a tiré un livre formidable, passionnant, que je vous invite vraiment à lire, qui s'appelle La barbe et le biberon. Oui. C'est génial, parce qu'en fait, il raconte toutes ces préventions, tous ces clichés qu'il avait dans la tête et que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes ont encore, c'est normal. On a quand même notre histoire, tous, les hommes et les femmes. Et donc, et il raconte qu'en fait, il a repris un boulot chez Nespresso qui maintenant, en plus, se sert de son cas pour la marque employeur. Ouais. Et il était gêné quand il a pris son congé de paternité dans une ancienne entreprise où il travaillait, je crois, chez Heineken. Il était très gêné de raconter ça parce que son chef, il avait peur que ça soit mal pris. Et il a appris depuis que le chef en question, il a pris un 80%. Voilà. Vous voyez, les donc, choses vous voyez, avancent. les choses bougent Ouais, quand même. Alors c'est dans très la jeune important cette génération. histoire c'est de vrai. congé paternité. Oui. Moi, je sais que je me suis pas mal occupé de mes enfants à leur naissance. J'ai la chance d'avoir 2 beaux enfants, une fille de 18 ans bientôt et un garçon de 24 ans. Et effectivement, c'est très essentiel parce que ça vous permet d'être, pour l'homme tout au moins, en contact avec les enfants et de pouvoir faire tous les sacrifices qu'il faut durant tout le reste de la vie. Et c'est parce que vous êtes à la naissance, que vous avez ce lien. Moi, je me rappelle de mon fils, quand il est arrivé dans mes bras à la naissance, couvert encore de sang. C'est une image que je garderai à vie. Vous voyez. Ça, c'est essentiel. Alors on attend justement les témoignages des PDG du CAC 40 qui vont un jour nous raconter leur congé de paternité au travers de bouquins, ça de bouge quand même. conférences. Ça bouge quand Non, même. mais j'attends juste. Ça Voilà. bouge. Alors, autre aspect aussi, si on parle de la représentation des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises, je sais que c'est un de vos sujets, bien sûr, et Pierre-Yves Grangier en parlait tout à l'heure. Donc, il y a des lois qui ont imposé la parité dans les CODIR et autres COMEX. Alors, ce n'est pas tout à fait les CODIR et les COMEX, parce que ce ne sont pas des notions juridiques. CODIR, c'est commerce. C'est vrai. COMEX, c'est dans les instances dirigeantes. Oui, j'essayais de traduire. Non, mais du coup, c'est pas mal, parce que c'est un peut-être peu que ça bizarre. va descendre en dessous des COMEX et des CODIR. C'est un peu mon espoir. C'est-à-dire que ce flou, le flou de cette formulation instance dirigeante va peut-être un peu rayonner un peu plus bas, ce qui serait bien. Donc, je regardais les chiffres ce matin, 47 entreprises sur 118, ils sont déjà au quota de 30% de femmes dans leur CODIR. Il y en a, donc, ou alors elles l'ont dépassé aussi, 47, ouais, c'est ça. C'est l'étude Heidrick et Struggle qui nous dit ça. Sur ce plan-là, il faut faire attention parce qu'il y a quand même des effets. Les chiffres ne montrent pas tout. Il faut regarder, y compris les fonctions. Dans les entreprises, vous avez le DG, vous avez le directeur financier, vous avez d'autres fonctions de direction. Très souvent, on retrouve les femmes les RH, directeurs de la com. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des fonctions importantes, mais ce n'est pas forcément les fonctions essentielles. Et donc, les vrais progrès, c'est quand vous aurez, soit en termes de DG, soit en termes de directeur financier, des responsabilités qui sont à peu près réparties de manière non genrée, en fait. Et alors, justement, on va en reparler, mais je voudrais à nouveau vous proposer d'écouter Pierre-Yves Grangier, à qui j'ai demandé, mais comment ça réagit chez vos clients quand vous dites que le candidat, il hésite parce qu'il a une vie de famille. On va l'écouter. Ouais, vous avez parfaitement raison. La posture que l'on peut entendre parfois, c'est bon, si c'est pas compatible avec sa vie familiale ou avec sa vie de couple, bon, ça veut dire que ce type de niveau de responsabilité n'est pas approprié pour la personne. Si nous Et vous en tenons tous pensez ce quoi de type de ça? raisonnement, Ouais. Vous en si pensez nous quoi de tenons cette tous ce posture? type de raisonnement, on va pas faire avancer les choses. Et surtout, autant vous dire que l'attractivité de l'entreprise va en prendre un sacré coup, parce que d'autres entreprises vont avancer sur le sujet en parallèle. Tout à fait. Voilà, le déni des entreprises par rapport à cette question. Aujourd'hui, avec la financiarisation des entreprises qui recherchent en fait une rentabilité à court terme, ça suppose en dessous que les dirigeants ont une démarche totalement sacrificielle. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une chose, le travail.
Le reste n'existe pas pour les décideurs qui exigent des rentabilités parfois à 15%, alors que dans le secteur, on est à 7%. Vous voyez, donc ça, c'est de là que ça part. Bah, c'est de là où ça part. Et ça peut changer, ça, selon vous, Sarfati? Vous parlez du changement de la financiarisation de l'entreprise. Je ne sais pas si je suis capable de vous répondre. J'aimerais. Sur la Franchement, j'aimerais. Parce que c'est totalement Il faut que absurde. l'entreprise retrouve en fait ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans. Si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne soit pas dans des rythmes imposés trop intense à court terme et qu'on pense sur le long terme. Des compétences, parfois quand quelqu'un est un peu pris par une maternité ou une maternité, on peut lui laisser du temps pour retrouver cette personne-là quelques années après à des postes de direction. Il faut penser sur le long terme. Et ça, c'est tout un enjeu. Il y a quand même des grands groupes qui font vraiment des choses. Hein. Oui. Je pense par exemple à AXA, ils ont vraiment une politique vraiment... depuis longtemps très favorable. D'inclusion en général. Oui, d'inclusion en général, mais vraiment très avancée sur l'égalité femmes-hommes. Ça passe par quoi? Est-ce que ça passe par exemple par le... Ça fait déjà plus de 10 ans que, par exemple, chez AXA, ils ont voté des enveloppes de rattrapage salarial pour compenser les inégalités de salaire. Donc ça vous voyez... Mais pour encourager les femmes à pouvoir siéger dans leurs instances dirigeantes... Il y a tous ces réseaux mixité de grands groupes qui étaient d'abord des réseaux de femmes et qui aujourd'hui qui se sont créés il y a il y a 10-15 ans et qui maintenant sont des réseaux qui tous changent leur nom, enlèvent au féminin, enlèvent elle et tout ça pour mettre mixité et pour traduire aussi un accueil et une inclusion des hommes dans ces réseaux. Et ces réseaux sont très utiles parce qu'en fait ils permettent aussi d'emmener les hommes dans ces sujets-là. L'émission va se terminer, mais je voulais juste faire une remarque, enfin plutôt vous poser une question sur... vous avez surtout interrogé des couples hétérosexuels, mais vous dites aussi que finalement la question se pose moins chez les couples homosexuels. En fait, j'ai commencé à travailler sur tout type de couples. Ils sont plus égalitaristes, ces couples-là? Incontestablement. Mais incontestablement, en réalité, le sujet de ce livre et le sujet du couple à double carrière, c'est un sujet de patriarcat. C'est-à-dire un sujet l'héritage qu'on porte aujourd'hui, c'est l'héritage du patriarcat, à savoir les hommes sont responsables de rapporter l'argent à la maison et les femmes sont responsables de s'occuper des enfants. Mais c'est ça qui se passe dans les couples à double carrière encore aujourd'hui, même si bien sûr les choses ont bougé, mais on porte dans notre inconscient collectif toute cette histoire et qui fait aussi... J'en parle dans le livre pour essayer d'être un peu indulgente, entre guillemets, avec les hommes, parce que bon, il y a de la paresse aussi dans le non-partage des tâches, mais il y a aussi l'inconscient collectif qui fait, c'est une sociologue canadienne très engagée, qui dirige un laboratoire égalité femmes-hommes à Montréal, donc c'est pas quelqu'un qui est complice du patriarcat et de la perpétuation des inégalités qui dit ça, mais elle dit que toutes les études montrent que, en fait, les hommes, quand ils rentrent à la maison, sont programmés pour se reposer après leur dure journée de labeur, alors que nous, quand on rentre à la maison, dure journée de labeur ou pas, on voit tout de suite qu'il faut préparer le dîner, donner le bain à l'enfant, il y a un truc qu'il faut ranger les bouquins qui traînent. Enfin, d'accord, donc c'est néandertalien tout ça. Donc c'est un peu ça qu'on charrie, si vous voulez. Et donc, pourquoi les couples homosexuels ne tombent pas dans ces travers? Parce que en fait, ils n'ont pas l'altérité du sexe, si vous voulez. Donc les femmes, parce que alors là, il y a double compétence. Parce que deux hommes entre eux, mais deux hommes entre eux, en fait, sont beaucoup plus dans un programmés pour ils sont beaucoup plus dans un partage égalitaire. Parce qu'ils y ont peut-être plus réfléchi et ils en ont peut-être plus parlé, ce qui est un des secrets. Et surtout, ils sont pas dans la différence des sexes dans leur couple. Donc du coup, ils sont pas rattrapés par ce schéma psychanalytique de femmes-hommes. Ok, écoutez, je vous remercie beaucoup en tous les cas pour cet échange très riche et très varié. Moi, ce que je retiens, c'est que les couples qui réussissent sont ceux qui savent jouir de leur ambition. C'est écrit dans votre bouquin, donc jouissons. Et merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On espère vous avoir intéressés. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cette émission avec des couples à double carrière ou pas d'ailleurs. Ils sont peut-être sur le chemin. Je tiens aussi à signaler que sur Cadre Emploi, nous avons publié, consacré justement un article sur ces couples à double carrière.
chez leur psy. En fait, c'est raconté par leur psy. Donc, vous retrouverez le lien vers l'article sur nos réseaux sociaux. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de Job Dilemme.